Alors, on commence maintenant la deuxième session de cette deuxième journée de Trajectoire Montréal, session sur les sujets mobiles. On a trois panélistes avec nous, Simon Harel, Erin Manning et Jerry Simon. Je vais laisser se présenter tantôt. Ils vont présenter leur trajectoire comme le font l'ensemble des participants aujourd'hui. Je vais juste vous donner quelques indications sur comment on va procéder parce qu'on change un peu le fonctionnement de la discussion. Alors, c'est pas très compliqué. On a un premier tiers qui va se passer entre nos panélistes ici avec qui on a certaines questions qui ont été préparées. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la discussion à l'ensemble de la salle. Donc, plutôt que d'aller derrière le micro puis de parler au micro, vous pourrez, les gens qui sont assis sur les chaises ici, c'est ce qu'on appelait le fishbone, les gens qui sont assis sur les chaises ont droit de parole. Donc, si vous voulez intervenir, vous avez seulement qu'à vous avancer. Puis, on a des micros sans fil, on se passe les micros. Puis, comme ça, la discussion va rouler un peu plus rapidement entre les participants de manière conviviale et assise. Alors, ça c'est pour le fonctionnement. On va terminer après ça vers 10h45 et on va aller manger dehors quelque chose de mystérieux préparé par Bartek. Donc, je vous laisse commencer selon la tradition de l'événement d'aujourd'hui en présentant votre trajectoire en quelques mots. J'en profite pour dire aussi, c'est vrai que Manon Barbeau, qui devait être ici, n'est pas ici parce qu'elle est attaquée par une violente grippe, si je ne me trompe pas. Mais je vous laisse commencer peut-être, M. en premier. Et pour ça, il faut prendre effectivement les micros. Ça, c'est d'autres éléments techniques. Vous avez deux micros ici que vous pouvez vous distribuer au besoin. Je vous en passerai un troisième. Dans l'itinéraire, c'est l'itinéraire de mes désarrois mentaux ou de ma géographie personnelle, les deux. En trois volets, effectivement. Ce serait intéressant d'avoir les lieux, les désarrois, mais aussi quelques éléments d'accomplissement professionnel, parce que je n'ai pas vos notices biographiques entre les mains, donc vous devez combler un peu les... Comptez sur moi. Comptez un peu sur vous pour décrire vos accomplissements. L'autopromotion. Oui, allons-y tout de suite de cet aspect essentiel. Je suis professeur au département de littérature comparée depuis 1 an. Je suis aussi le directeur de ce département de littérature comparée qui est un des rares départements de littérature comparée qui existe toujours au Canada, car ils ont tous, pour beaucoup en fait, beaucoup d'entre eux ont été transformés en département d'études culturelles lors d'une grande, j'allais dire urbanisation, uniformisation. Voilà, je poursuis des travaux de recherche ici dans la Faculté des Arts et des Sciences qui sont rendus possibles par l'octroi tout récent au mois de juin d'un financement de la Fondation canadienne pour l'innovation, une infrastructure de recherche qui va être opérationnel en septembre 2013 et qui s'appelle Laboratoire sur les récits du soi mobile. En fait, il s'agit avec une unité motorisée, c'est un camion aménagé, d'être en mesure de pouvoir suivre, anticiper les déplacements d'un certain nombre de groupes de sujets urbains, très concrètement les chauffeurs de taxi, les musiciens de rue, à certains égards des populations itinérantes de Montréal, mais aussi des adeptes de jardinage sauvage. Donc ça c'est mon aspect, je dirais, recherche mobile, hein, puisque l'idée dans ce projet, c'est d'avoir bien sûr des espaces de laboratoire à l'Université de Montréal, ce sera le cas. Mais cette unité mobile, c'est un camion aménagé et auquel est greffé sous forme de petites remorques 2 chapiteaux qui permettront, c'est mon souhait pour l'année prochaine, d'aller faire des séminaires sous l'échangeur turco notamment, avec des filets protecteurs bien sûr, comme il y en a déjà, mais par exemple le séminaire dans le Maïlen, le séminaire dans le parc extension. Donc c'est cette idée du séminaire qui se déplace dans la ville à la recherche du patrimoine mobile errant, en fait du patrimoine errant si on veut. En ce qui concerne les éléments de trajectoire plus personnels, moi je suis un enfant de Montréal. Du côté paternel, ce sont des Montréalais depuis plusieurs générations, avec un très grand enracinement dans l'est de Montréal.
mais je suis un enfant de la première banlieue, dans la mesure où mes parents, lorsqu'ils se sont mariés, évidemment, ont eu des enfants assez rapidement. Je suis né, je suis le premier enfant de notre famille, et mes parents habitaient à Huntsic, mais je n'ai pas de souvenir d'Huntsic, puisque nous nous sommes retrouvés dans une zone qui correspond au Saint-Léonard d'aujourd'hui, c'est-à-dire la première couronne de la banlieue de cette époque. Alors, mes souvenirs de Montréal et mes années d'enfance et d'adolescence de Montréal, c'est d'une part le sentiment que Montréal était en fait relativement éloigné, puisque les grandes transgressions de cette époque, au moment de l'adolescence, c'était d'aller évidemment dans le Vieux-Montréal, qui était un lieu important, un peu plus marginal qu'il ne l'est aujourd'hui. Évidemment, c'est le carré Saint-Louis des années de la contre-culture, qui a été très important. Et pour moi, de façon très nette, beaucoup plus jeune, hein, c'est-à-dire alors qu'on n'avait même pas le droit de prendre l'autobus, mais qu'on le prenait. Hein. Ça a été, bon, comme pour beaucoup de gens de ma génération, l'exposition universelle de 67. Notamment le pavillon d'agriculture où j'ai appris à fumer. Très tôt, je fumais des Sportsman. Ça m'a mené à enseigner la littérature et non pas à faire de la pêche. Bon, donc il y avait ce pavillon d'agriculture, on pouvait fumer tranquille, on avait 10 ans à peu près. Alors, puis on s'installait, on fumait toutes sortes de choses. On commençait par les cigarettes. Je fumais la québécoise. Je fumais la québécoise. La manique. Hein. Non, mais moi, c'était la québécoise. C'est ça. Donc, tu vois, Sherry, on était déjà dans un registre qui est celui de nos réflexions sur l'hybridité. Je fumais la québécoise, je fumais le Sportsman. Bon, après, bon, c'est les Players, des trucs comme ça. J'allais aux États-Unis, on fumait des Marlboro. Bon, voilà. Mes références montréalaises, c'est le boulevard métropolitain. Je me rappelle que dans mes années d'adolescence, moi qui n'étais pas très prudent, lorsqu'il y avait des tempêtes de neige abondantes et que la circulation était bloquée, il nous arrivait de marcher sur le boulevard métropolitain. Et évidemment, de se faire arrêter par la police qui nous avait dit qu'est-ce que vous faites là. Et puis on marchait, il n'y avait pas de voie de protection pour les piétons, il n'y en a toujours pas d'ailleurs, mais c'était des choses que l'on faisait, c'est-à-dire qu'on prenait des risques. Il y avait une voie ferrée qui était au nord de Saint-Léonard, qui correspond au boulevard des Grandes Prairies, qui existe toujours, c'est une voie ferrée du Canadien national, qui va faire partie du grand projet de transport collectif qui a été mis en place il y a quelques années, partant de Repentigny. Vous savez, moi je suis très montréalais, je sais pas, quand je dis Repentigny, je sais pas c'est où. Puis les banlieues, de toute façon, je sais même pas où ça se trouve. Alors, Jean-Simon me parle de Chambly, pour moi c'est une marque de bière. Donc, je sais absolument pas ce qu'il en est. Donc, il y a un train qui vient de là-bas, puis qui passe par la voie ferrée qui est celle de mon enfance. Puis on s'amusait évidemment à faire des choses bêtes, comme évidemment mettre des pièces de 25 sous, mais pas de grosses roches, passer avant que le train arrive, passer 2 fois, 3 fois, bon, des choses comme ça. Donc, je dirais donc, au sud, le boulevard métropolitain, je dirais au nord, cette voie ferrée qui existe toujours. Pour moi, ça représente le Montréal industriel. Et ce Montréal industriel, pour moi, est très important. Un peu plus à l'est, Ville-Saint-Michel. Pas riche, moins riche que Saint-Léonard, où il y avait les communautés italophones qui s'installaient. Et moi, j'ai été un enfant qui a été pris dans les grands conflits linguistiques des années 60. Tout jeune, je n'avais pas le droit de manifester, mais j'avais réussi à m'immiscer lors de l'occupation de l'école Aimé Renault, alors que j'avais encore des culottes courtes. Et bon, ça fait partie de cet univers qui était extrêmement, qui était très violent, hein, parce qu'on se tapait sur la gueule, hein, on se lançait avec des cailloux, c'était pas drôle du tout. Et donc, cet aspect de mon enfance n'est pas tant festif qu'émeutier. C'est-à-dire, le Montréal de mon enfance, c'est je vais à l'école Dante, qui est une école secondaire près de la rue Jean Talon, dans l'est de Montréal, et les petits Italo-Québécois, qu'on n'appelait pas les Italo-Québécois évidemment à cette époque, on était beaucoup moins polis dans les expressions, eux allaient à l'école Lambert-Closse.
Donc, évidemment, personne ne savait qu'il était dans tout l'Amberclost, mais on se lançait des roches et des tomates tous les midis. Il y avait les émeutes, les flics qui arrivaient, puis on avait une cour de récréation partagée, et puis ils l'ont grillagé, puis ils l'ont séparé en deux zones. À l'est, à l'ouest du JCD Saint-Michel, c'est la communauté haïtienne qui commence à arriver. Et pour moi, cette autre référence montréalaise, c'est la rue Jarry. Avec toutes mes années d'enfance et d'adolescence, le fait de prendre l'autobus jusqu'au métro Jarry et de passer devant la carrière Miron, qui est devenue la carrière Francon, qui est devenue le siège social international du Salut du Soleil. Alors ça, c'est je dirais, un exemple assez extraordinaire, non seulement de la mutation de Montréal, mais de ses métamorphoses, puisque cette carrière qui sentait épouvantablement mauvais, parce que c'était tous les déchets, avant qu'elle devienne finalement un lieu où on ramassait tous les déchets de Montréal, ben, c'était un lieu qui était un lieu de travail pour beaucoup de manœuvres. Avec ces deux immenses tours qu'on peut voir dans des documentaires, qui étaient des tours qui étaient striés orange et blanc. Alors, c'est le souvenir donc de cette carrière au cœur de la ville. Et puis aujourd'hui, ben, ça va être l'équivalent des buts de Chaumont du 21e siècle à Montréal, dans 15 ans. Puis c'est le siège social du Salut du Soleil. Voilà. Merci pour cette histoire de vos désarrois. Voilà, jusque-là, ça va. Je pense que ça vous êtes non québécoise, non? Non. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, en fait, je peux pas très bien continuer la conversation. J'étais toute prise dans l'histoire ici. On en était encore, même pas dans les sujets mobiles, mais seulement dans votre trajectoire personnelle. Fait que si vous pouvez résumer un peu où vous êtes né, puis est-ce que vous avez, si vous pouvez faire un peu d'autopromotion en 2 phrases. Où je suis née, hein, c'est nécessaire. Non, mais c'était le fil conducteur de l'événement, mais vous pouvez faire votre lieu de naissance. Moi, je suis né à Repentigny aussi, puis ouais, non, moi, je le cache toujours, que je suis née à Ottawa, parce que il faut pas dire aux gens qu'on est né à Ottawa, c'est terrible. Ah oui, même enfant, j'ai trouvé ça terrible. C'est vrai que c'est terrible. Mon père est québécois, ma mère est anglophone. Je suis vraiment un enfant de Trudeau. Une maman qui parlait anglais, qui a décidé de parler français à ses enfants. Nous, on la corrigeait. J'ai jamais parlé anglais à ma mère. Mais justement, mes parents s'aimaient pas beaucoup, donc ils se disputaient tout le temps en anglais. Donc j'ai appris à parler anglais à travers leur dispute. Et j'ai appris à parler français d'une mère qui apprenait à parler français. Et bon, je me suis retrouvée ici à Montréal. Je me suis toujours bien sentie beaucoup mieux à Montréal. Même comme enfant, je me disais, il faut sortir d'Ottawa, c'est horrible. Je vais vous donner une petite histoire que je trouve toujours intéressante. Mon arrière-grand-père était médecin à Québec. Il était aussi spiritualiste et était ami avec les spiritualistes new-yorkais, entre autres William James. Et en tout cas, les curés à Québec sont venus le voir un soir pour lui dire qu'il était excommuniqué, plus le droit d'aller à l'église, mais qu'il allait continuer à l'utiliser comme médecin. Bon, moi, mes intérêts dans le mouvement viennent... J'y pensais quand j'écoutais. Ils viennent de 2 places. D'un, je suis danseuse, donc j'ai toujours eu un intérêt pour le mouvement, clairement, à cause de ça. Mais de 2, je suis aussi philosophe et quand j'ai fait mon doctorat, j'ai commencé à... Je sortais de la tradition philosophique, j'ai fait mes études en Allemagne, typique, qui partirait, mettons, d'Aristote, à travers Kant, à travers Heidegger, j'ai fait mon doctorat avec Derrida, donc cette trajectoire. Et en faisant mon doctorat, j'ai commencé à me poser la question, où était le mouvement dans la philosophie? Qu'est-ce qui arriverait à la philosophie si on y ajoutait le mouvement? Après un bout de temps, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une histoire de la philosophie qui s'intéressait à cette question-là, une autre histoire de la philosophie qui n'avait justement pas été enseignée en Allemagne. Et je viens de terminer un 3e livre qui traite justement de cette question du mouvement, qui essaie de se plonger dans la question, pas tellement du déplacement, mais du mouvement comme
c'est-à-dire des questions que Bergson se posait, questions de durée, questions d'espace, temps, etc. Et récemment, je m'intéresse de plus en plus au ce que j'appelle le plus qu'humain, donc la relation entre le mouvement et une certaine écologie des pratiques. Et je vais peut-être terminer avec une anecdote, si c'est correct, qui m'a beaucoup impressionnée ces dernières années. J'ai beaucoup travaillé avec des autistes. Et c'est venu un peu par hasard. Je crois que en tout cas pour moi, il me semble que c'est un rêve de tous les gens qui écrivent, que quelqu'un nous lise, qui n'est pas dans les critères qu'on a envoyés à la maison d'édition quand ils nous demandent qui va nous lire. Et dans ce cas-là, c'était un groupe de lecture d'autistes de jeunes entre 16 ans et 25 ans. C'est des autistes classiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler, mais ils peuvent écrire. Normalement, ils peuvent écrire. Ils sont brillants, ils sont magnifiques. Et ils m'ont justement envoyé un courriel après le deuxième livre de cette série-là, Relationscapes. Ils m'ont dit qu'eux, ils voulaient me parler du mouvement, qu'il y avait quelque chose dans ce que j'écrivais qui les intéressait. Et surtout, j'avais exploré la relation entre le mouvement et le langage. Et donc, j'ai commencé une collaboration avec eux. Et ils m'ont expliqué quelque chose qui a vraiment changé ma vie, d'une certaine façon. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que quand ils rentrent dans un espace, ils ne voient pas les objets, les gens, ils ne voient pas les chaises, les tables, les murs. Ils disent en anglais, we don't chunk. Il nous appelle les neurotypicals. Il dit, you neurotypicals, you're always chunking. Et je pensais à ça. Et ce qu'ils veulent dire, justement, c'est que ça leur prend à peu près 5 minutes pour que l'environnement s'organise. C'est en fait la même chose pour nous, sauf que ça nous prend à peu près une demi-seconde. Donc, c'est connu, sauf que cette différence de durée fait une différence, justement. Donc, en parlant des trajectoires, de la mobilité, je pense souvent à ce que ça veut dire de prendre pour acquis qu'il y a une stabilité dans le monde. OK, merci. Merci beaucoup, c'était fascinant. Et d'apprendre que je suis neurotypical. Neurotypical, c'est ce qu'on appelle un retronyme. C'est-à-dire, you know what a retronyme is? C'est quand on sait a guitar was a guitar, jusqu'à ce qu'il y ait eu une guitare acoustique, alors il fallait une guitare électronique. Alors, électrique, alors il fallait inventer un mot pour dire guitare acoustique, right? Digital, analog, etc. Alors, neurotypical, c'est un retronyme. Ma famille vient de Toronto. C'est déjà, c'est aussi, c'était longtemps une signe d'ignominie. Ma famille a voyagé dans le sens inverse, pourtant, de ce qu'on entend maintenant, c'est-à-dire que mes parents sont venus à Montréal à la fin des années 30 pour avoir du travail, parce que, croyez-le ou pas, c'était à Montréal qu'il y avait du travail pour des Juifs, parce qu'il y avait beaucoup d'institutions juives à Montréal, beaucoup plus ouvertes enfin, les institutions juives ouvertes par définition, mais plus d'institutions juives et plus de possibilités de travail pour les Juifs à Montréal qu'à Toronto, qui était beaucoup plus fermé. Alors mon père était médecin, il est venu à l'hôpital juif. Moi, j'ai grandi dans le quartier Snowden, qui était à la fois banlieue dans la ville. Je n'ai jamais eu banlieue dans le sens où c'était des maisons typiquement banlieusards, si vous voulez, mais dans la ville, donc l'autobus était tout près. Mais j'ai commencé, et justement, puisque l'autobus était tout près, j'ai commencé très tôt mes errances dans la ville. C'était pour moi une manière de manifester ma transgression envers mon environnement. Alors déjà, dès l'âge de 11-12 ans, je prenais l'autobus pour me perdre. J'essayais de me perdre dans la ville.
ce n'est pas toujours si facile. Il arrivait que je me trouvais toujours à la même place. Parce que je prenais l'autobus, j'ai oublié de dire comment je faisais, je prenais des correspondances. Alors je prenais l'autobus, puis j'attendais un autobus qui arrive, j'ai dit OK, et puis je descendais, je prenais l'autre autobus, puis j'essayais d'aller... mais je me ramassais souvent au même lieu. Mais un de mes endroits préférés, c'était le Vieux-Port de Montréal, qui était à l'époque aussi était interdit. Hein, on n'avait pas le droit, si vous vous souvenez bien, on n'avait pas le droit. C'était territoire fédéral. C'était fermé. Et il y avait une clôture. Et bien sûr que j'ai traversé la clôture. La clôture était là pour être traversée. Et c'était l'excitation maximale des marins, des gens tout à fait différents qui circulaient là. Il n'était pas... Alors, si les errances de ce genre étaient faciles, il était plus difficile de changer de quartier, de me réinstaller à Montréal. En fait, il a fallu que j'aille à Paris pour pouvoir ensuite me trouver dans le Myland. Il a fallu un transport vers l'ailleurs pour que je me sente déjà plus à l'aise dans le Montréal qui était plus à l'est. Mon travail découle de là. Mon quartier était au centre de mes recherches longtemps, me retrouver dans le Myland, constater qu'il y avait une vie de rue, qu'il y avait un commerce polyglotte dans ce quartier, constater la disconnect qu'il y avait entre cette réalité tout à fait fluide et hybride et le discours politique des années 80, par exemple à Montréal, qui était horriblement polarisé. Peut-être que ça va revenir, j'espère que non. Mais c'était une époque où on ne parlait que de certains points de vue qui étaient clairement démarqués. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et pourtant, je voyais dans la vie quotidienne que cela, que de l'entre-deux. Et donc, c'est de là qu'est venu mon intérêt à explorer Montréal comme un lieu de passage et de traversée. Merci. C'est intéressant déjà parce qu'on était dans l'entre-deux, ou dans les espaces ambigus entre la banlieue et la ville, puis entre Saint-Léonard, Snowden, puis l'entre-deux culturel aussi. Mais c'est peut-être pas exactement notre sujet parce qu'on parle des sujets mobiles. On commence une discussion sur les sujets mobiles. Ce que je comprends de la discussion sur qu'on va avoir, c'est qu'il y a le thème de la mobilité qu'on voit partout, entre Bombardier, la STM et toute autre forme de mobilité, qui ça pose certains enjeux pour le domaine des arts et des lettres. Et on a comme l'occasion un peu de faire le tour de ce concept-là et de voir qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut en faire. Peut-être que je vous inviterais, M. Harel, à commencer avec peut-être nous éclairer, étant donné que vous êtes l'organisateur de cette journée, à nous éclairer pendant quelques minutes sur la notion de sujet mobile. Après ça, on pourra continuer un peu pour voir comment vous attrapez cette notion-là. Bon, c'est une notion, mais c'est aussi un lieu commun, hein, au sens où, comme vous l'avez bien mentionné, cette description de la mobilité fait partie des us et coutumes de ce qu'on a appelé jusqu'à tout récemment la postmodernité ou les sociétés de la modernité tardive. C'est cette idée qui provient bien sûr du monde des services avancés, d'une désindustrialisation progressive des sphères économiques, que ce qu'on a appelé l'économie du savoir, ce que John Manley appelait l'autoroute électronique, à l'époque où il était ministre. Enfin, mais là, on pourrait sortir 300 types de lieux communs sur ces représentations de la mobilité, elle changer le monde. Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que dans le fond, tout ça part de l'intérêt personnel, dans l'expérience de la mobilité, c'est le fait que les villes deviennent des lieux de plus en plus significatifs, à la fois résilients et résistants sur ce dont parlait à l'instant Sherry, à savoir des expériences de l'entre-deux. C'est-à-dire que les villes deviennent, comme elles l'ont été dans l'histoire de toute manière, des espaces où se posent des enjeux très très concrets qui sont ceux, selon notre vocabulaire contemporain, de la rencontre ou du dialogue des cultures, avec les aspérités que ça pose.
Parce que, bon, la notion de mobilité, elle est vieille comme le monde. Hein. On la retrouve, la mobilité chez Icare, on la retrouve partout. On la retrouve dans l'œuvre de Bachelard, qui s'est intéressé à cette dimension aérienne de la mobilité. On la retrouve avec cette description du phénix. Il y a certainement, et ce n'est pas l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui, mais un fond anthropologique fondamental, bon, un fond anthropologique premier, devrais-je dire, qui fait en sorte que la mobilité relève probablement des aspirations inconscientes du sujet, d'une élévation, d'une libération, d'une sorte de fluidité à l'égard, c'est complexe, du corps, mais en même temps le corps est incarné dans cette expérience de mobilité. À propos de Montréal, moi, ce que je trouve intéressant sur les questions très concrètes de mobilité, c'est le fait que Montréal me semble être une ville, on en parlait hier avec M. Frappier, Maxime Frappier, c'est une ville de petite taille, hein, si on veut de taille moyenne, mais c'est 4 millions d'habitants avec les banlieues, à peu près 3,8, 4 millions. Donc, à l'échelle mondiale, ce sont de petites villes dont on parle, mais où les expériences de mobilité me semblent s'actualiser dans le domaine de la culture de manière très originale. À la fois dans les domaines de l'urbanisme, de l'architecture, que ce soit par beaucoup de réflexions qui sont mises en œuvre par des collègues. Je pense par exemple à ce que fait André Carpentier avec son atelier de géopoétique à l'UQAM, mais je pense aussi à ce que fait Joël Thibert à l'ANA Efes avec Spacing Montréal, et puis l'expérience Marcher la ville dont parlait tout à l'heure notre Nicolas Dickner. Il y a là des formes de mobilité qui me semblent enracinées, qui sont intéressantes. Et ces formes de mobilité passent par le fait, en tout cas chez moi, dans ma façon de travailler, et j'en fais pas de méthodologie pour tout le monde, mais par le biais d'utiliser les récits comme des vecteurs et comme des formes de transformation de la réalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans la perspective qui serait la mienne, par exemple, d'avoir une réflexion en provenance des sciences sociales, mais ce serait tout à fait respectable, qui consisterait à étudier ce qu'il en est des expressions de la mobilité à partir d'un point de vue qui serait celui, je ne sais pas moi, des statistiques démographiques et des déplacements de population. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir de quelle manière la mobilité s'enracine dans des récits, mais dans un contexte, et je vais terminer là-dessus, dans un contexte qui est celui de mobilité précaire. C'est-à-dire que la mobilité de la personne qui prend son Airbus 380 pour aller à Francfort, puis après aller je ne sais pas où, pour aller régler un mandat d'une transnationale autour d'une question de contrat pharmaceutique, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, ce sont des formes de mobilité précaire, c'est-à-dire celles par exemple à Montréal des chauffeurs de taxi, des musiciens de rue, des populations itinérantes, du jardinage sauvage, donc une mobilité qui intervient, je dirais, sous une forme qui est beaucoup moins verticale qu'horizontale, qui traverse constamment l'expérience du réel dans sa multisensorialité et qui, à partir de là, nous permet de concevoir de quelle manière on marche la vie, de quelle manière on la vit, de quelle manière, surtout, on se la représente par le biais des récits. Merci. Peut-être, Mme Simon, si vous voulez continuer. Je vois que vous avez le micro dans les mains, on a déjà ouvert un peu sur la question des sujets mobiles, puis en même temps, on voit apparaître des sujets, il y a des sujets en particulier qui vous intéressent avec la mobilité précaire, les musiciens de rue, chauffeurs de taxi, etc. Est-ce que, peut-être, si vous pouvez élaborer sur la question des sujets mobiles, mais aussi en identifiant, est-ce qu'il y a des individus, des types de... Est-ce qu'il y a des figures qui vous intéressent particulièrement là-dedans, une ou l'autre? Je peux commencer. J'ai été particulièrement interpellée par cette notion de trajectoire. Peut-être plus que par le sujet, ça va ensemble, mais quelle trajectoire est dessinée ou quelles sont nos trajectoires, jusqu'où, quelle est la liberté du trajectoire. Et là aussi, j'ai été frappée par mon expérience quotidienne, pas maintenant, mais il y a quelques années, d'habiter dans un quartier où il y avait beaucoup de juifs racidiques. Et j'étais fascinée par le fait que nos pas se suivaient. Nous foulions le même sol, nous avions le même pas. Nous nous suivions, nous avions les mêmes trajectoires, marcher le long du même trottoir, et pourtant nos vies et nos imaginaires étaient totalement opposés.
C'est-à-dire que la trajectoire ne définit en quelque sorte rien, puisque la trajectoire peut avoir une représentation totalement différente. En même temps, il peut y avoir le contraire, c'est-à-dire des trajectoires différentes, mais qui ont... quelles sont les limites de nos trajectoires dans la ville? Quelle est la notion de proximité entre citoyens? Quelle est en fait la citoyenneté culturelle que nous vivons dans une ville si on le pense à partir des trajectoires? La mobilité, on va le dire, Simon va le dire, est évidemment très circonscrite. On n'a pas la mobilité qu'on veut, même dans une ville. Il y a des zones où on n'est pas bienvenu. On apprend très vite, enfants ou grandes personnes, enfin, on parlait des obstacles à la mobilité. Si on est cycliste, par exemple, on apprend très vite qu'il ne faut pas s'approcher du métropolitain. Sinon, il faut traverser les clôtures, je l'ai déjà fait. Mais c'est cette notion des limites des trajectoires et des impossibilités, que ce soit à cause du zonage, que ce soit des différences raciales, des différences de classe. En fait, une ville est beaucoup plus un bricolage de zones non communicantes qu'elle est de communication. Et peut-être ce serait intéressant de commencer par l'inverse et d'explorer un petit peu quels sont les empêchements à la mobilité. Ça marche? Ça m'a fait penser, en fait, il y a un autre aspect de ce que je fais, c'est que je dirige un laboratoire à Concordia qui s'appelle le Science Lab. On l'a appelé le Lab au Sens pour un bout de temps, mais ça n'a jamais marché, donc je veux dire que c'est Science Lab. Et entre autres, on a fait une série d'événements sur 7 ans. Il y a un des événements qui m'a semblé un peu aller dans cette direction. Je pensais que je pourrais peut-être vous en parler, on pourrait voir ce qu'on peut faire avec. Donc, la question du Science Lab, la question qui nous a poussé vers la création des événements, était-ce possible de se rencontrer au niveau de nos techniques? Généralement, on se rencontre à un stade plus tard dans notre préparation, c'est-à-dire on présente des conférences, on fait des expositions. Nous, on voulait savoir si c'était possible de se rencontrer avant ce point-là. On a fait toute une série d'événements avec toutes sortes de techniques pour y arriver, mais les événements étaient toujours ici à Montréal. Donc le premier événement était au sujet du mouvement, dans le style virtuel, le deuxième au sujet de l'architecture. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient participer. Nous, on était assez convaincus qu'avec plus que 40 personnes, c'était impossible de vraiment travailler ensemble pour créer ce qu'on appelle les nouvelles formes de collaboration autour de la recherche-création. Donc, on a commencé à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire comme événement qui était distribué. Et on a travaillé très fort pour imaginer un modèle où ce qui n'arriverait pas, c'était simplement qu'on se raconte ce qu'on avait fait. C'est le danger des événements, que finalement, on vit quelque chose d'assez intense et après, on se le raconte dans 5, 10, 15 phrases et on a perdu toute l'intensité de l'événement. En tout cas, cet événement-là s'appelle Société des molécules. Et la proposition de l'événement, c'était de s'intégrer dans notre environnement local et d'interpeller ou de se poser une question politico-esthétique. Les groupes, les molécules pouvaient être de 3 à 10 personnes et l'événement se passait pendant une semaine, finalement dans 17 pays. Et les choses que les gens ont fait étaient vraiment des questions de mobilité, comme par exemple, un des projets les plus intéressants était d'installer il y a un téléphone de l'autre côté de la frontière Mexique, États-Unis, au niveau de San Diego, qu'ils ont transformé en Skype phone pour que les gens puissent, qui n'arrivaient pas à traverser la frontière ou qui
ouais, généralement les Mexicains qui n'arrivaient pas à traverser la frontière, mais pouvaient appeler leur famille. Donc ça, c'était un des projets. Il y a eu des projets comme à Amsterdam, par exemple, où les gens ont fait un grand repas collectif avec seulement de la nourriture trouvée dans la ville elle-même. Il y a eu, ici à Montréal, un événement qu'on a fait qui m'a personnellement beaucoup touchée. C'était le projet qu'on a fait ici, s'appelait les jardins concrets, Concrete Gardens. C'est l'idée des espaces communs où on transforme un espace pour qu'on ne puisse pas passer du temps dans cet espace-là en mettant justement du ciment. Il y a plusieurs espaces comme ça, entre autres des parcs aussi, où on essaie d'animer ces espaces-là en faisant des activités, des jeux, etc. Mais en tout cas, la technique qu'on a utilisée pour créer ces rapprochements entre tous ces projets-là n'était pas de se raconter ce qu'on avait fait, mais de créer un genre de plan de mouvement. Donc, une personne de ma molécule pouvait, par exemple, devait se rendre, mettons, à Boston, dans leur molécule. Mais ce que moi, je recevais pour me rendre là, c'était un profil de mouvement. Donc, je recevais un genre de... C'est un peu terroriste, hein? Un genre une page qui me disait que cette personne-là, que je ne connaissais pas, qui n'avait pas de nom, fréquentait ce café-là, généralement, traversait ces sentiers-là, prenait sa bicyclette ou sa voiture pour se rendre là, etc. Mais moi, je pouvais me rendre à l'autre molécule durant une période de janvier à mai. Donc, si cette personne-là, à Boston, partait en conférence, il fallait que quelqu'un d'autre se promène dans les mouvements de l'autre personne. Donc, on était pris partout autour du monde à se promener dans les mouvements. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire de tout d'un coup se sentir un peu suivi, éventuellement de se rendre compte que quelqu'un, justement, nous suivait. Et à ce moment-là, quand la personne nous trouvait, il fallait faire ce qu'on appelait créer une soupe relationnelle dont il fallait créer une recette. Donc, la recette pouvait être une carte, pouvait être une recette, une vraie recette, etc. Mais ce qu'on a trouvé, en tous les cas, c'est qu'en partant du mouvement comme ça, il y a vraiment eu une énergie qui est retournée dans la molécule de l'autre personne. Et on a pu, pas seulement travailler dans les intensités des molécules, mais continuer des collaborations qui durent encore aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on a vraiment un niveau d'intérêt sur les mobilités précaires, un niveau d'intérêt sur les trajectoires qui se rejoignent pas ou qui s'empêchent, puis votre propre expérience à un autre niveau là, de pratique artistique qui transforme la mobilité. Peut-être ce que je suggère pour continuer, vous êtes là, je vous invite à vous asseoir ici à l'avant. On va continuer la conversation, mais vous pouvez intervenir, vous pouvez rester où vous êtes aussi si vous ne voulez pas aller à l'avant. Mais pour rejoindre la conversation, l'intérêt c'est de s'asseoir en avant. Si vous avez envie de dire quelque chose, avancez-vous et on vous passera le micro. Pour continuer, peut-être ce serait intéressant d'explorer cette idée-là des empêchements à la mobilité, que ce soit dans la précarité des individus ou dans la réalité du territoire. Peut-être si vous l'avez abordé un peu dans les clôtures, dans les différences culturelles, dans la condition des individus aussi. Ce serait, si vous pouvez continuer là-dessus, peut-être, Charles. Les empêchements sont nombreux. Ils vont de la classe sociale en passant par la pauvreté réelle. Je ne parle pas de la métaphore de la pauvreté. Il y a des empêchements. Il y a des fermetures qui se jouent à l'échelle sociale, mais aussi, comme le mentionnait Sherry, à propos des lieux eux-mêmes. Mais votre intérêt là-dedans, c'est comment ces empêchements-là sont générateurs de récits? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mobilité qui ne marche pas. Mais je suis un universitaire, donc comment dire, parce que sinon je serais ailleurs, je travaillerais pour Bombardier, c'est tout. Je veux dire, ça m'intéresserait, je suis un ingénieur, je fais ça. Mais bon, c'est pas ça que je fais. Non, ce qui m'intéresse, c'est la mobilité qui ne marche pas. C'est-à-dire que la belle mobilité, c'est celle qui ne marche pas, ou qui ne fonctionne pas, mais qui peut se transformer en récit, et qui va mettre l'accent sur ce que l'on appelle, je pense que les expressions sont justes, sur la résilience des sujets, la capacité de transformer une expérience sociale, émotionnelle, douloureuse, difficile, et non pas de la sublimer, d'en faire autre chose, mais de la transformer.
Vous savez, Edgar Morin, Boris Cyrulnik plus récemment, et on lui en veut beaucoup parce qu'il vend beaucoup de livres maintenant, mais il continue de faire des choses quand même tout à fait passionnantes, a beaucoup insisté dans le domaine disons, de la psychanalyse française notamment, sur cette notion de résilience, qui n'est pas simplement la capacité d'adaptation, parce que ça, c'est autre chose, mais c'est le fait de pouvoir survivre à un événement traumatique et d'en faire l'élément d'une expérience personnelle. Bon, alors pour Cyrulnik, c'est la Shoah. Pour d'autres, ça peut être le génocide rwandais. Pour d'autres, ça peut être un accident de voiture qui oblige à une convalescence fort longue. Là, il y a toutes sortes d'itinéraires qui sont bien sûr personnels et collectifs. Et je ne compare pas un accident de voiture à la Shoah, vous aurez compris. Mais ce sont des formes, comment dire, de mobilité, c'est-à-dire tout simplement de vie possible pour quelqu'un dans un espace qu'il s'aménage, pour lequel il ne ressent pas la nécessité d'une finitude ou d'une interruption. Mais cette mobilité, quand elle ne se voit pas autorisée, ben, elle est la source, disons, de blocage, de frustration, de malheur, de détresse, de désarroi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment cette mobilité qui est entravée dans la ville, pour différentes raisons, fait l'objet de récits de la part de sujets qui sont capables de dire non simplement leur empêchement de vivre, mais leur façon d'élaborer d'autres formes de mobilité. Et ce qui m'intéresse à partir de là, c'est aussi le fait que nous vivons à une époque où il y a des mutations absolument extraordinaires associées à la notion de récit. Moi, j'ai des statistiques ici, toujours utiles. Selon l'Union internationale des télécommunications, l'ITU des Nations Unies, la planète comptait en janvier 2011 2 milliards d'internautes et 5 milliards d'abonnés à la téléphonie mobile. On observe non seulement l'apparition, parce que c'est présent, mais la transformation de modes de récit qui font intervenir de plus en plus la géolocalisation, la portabilité des modes d'inscription scripturaire. Ça, c'est un exemple, ce que l'on voit ici au tableau électronique juste à côté. Et il est à parier que on ne sait pas ce que ça donnera. Donc, il faut faire attention à ne pas faire de futurologie, mais il est à parier que les modes d'écriture, les modes de mise en récit, qui ont toujours été investis de mobilité, mais vont l'être plus qu'autrefois, puisque jusqu'à tout récemment, il fallait s'asseoir pour écrire. Je ne dis pas que l'on écrira debout, mais il y a des modes probablement hybrides de formes de relations réelles par le biais de récits qui peuvent être des récits dictés, des récits, encore une fois, scriptés, qui vont émerger. Et c'est donc, pour conclure, moi, cette mobilité à la fois précaire, mais plastique qui m'intéresse. C'est l'aspect plastique de la mobilité. C'est comment on sort d'un pétrin, d'une situation difficile, de tension que l'on vit, face à une immobilité qui peut être perçue dans ce discours, qu'on peut questionner par ailleurs, mais comme une immobilité qui enferme le sujet, le contient, comment on peut percevoir dans les récits des formes de mobilité qui sont plastiques et créatives. Merci. Je vais Joël ici qui vient de s'asseoir, qui semble tout enthousiaste. Ben, en fait, je ne suis pas un littéraire, mais j'avais 2 points en fait, que je pensais peut-être soulever qui peut-être émergent pour moi parce que, bon, de point de vue plus de professionnel d'aménagement. Le premier point, c'est que quand je pense à Montréal, honnêtement, quand je pense surtout au Montréal et aux 30 transformations qu'on peut aimer ou non, mais du quartier spectacle, du quartier international des dernières années, de ce que le projet Montréal fait présentement dans le plateau, ce qu'on voit, c'est le contraire de ce que tu dis, c'est de la mobilité qui est de plus en plus facile, où les piétons ont de plus en plus de place, où c'est de moins en moins tabou que d'exiger plus de place. Il y a beaucoup de saillies qui sont en train d'être faites dans Rosemont, un peu partout dans les quartiers centraux. Il y a une mode, il y a une espèce de mouvement vers ça. Donc ça, c'est que j'ai l'impression que finalement, la mobilité qui ne marche pas, elle est peut-être pas à trouver à Montréal, elle est plutôt à trouver peut-être dans les banlieues de première couronne qui n'ont pas, comme par exemple Pont-Vieux à Laval, comme certains quartiers de Brossard où il n'y a pas de trottoir encore, même si on est, entre autres, un quartier que j'ai traversé avec Claire Poitras avec une classe de l'INRS, le secteur A de Brossard. Des secteurs comme ça, des vieux secteurs de banlieue qui, eux, n'ont pas la chance, ou en tout cas, je ne sais pas si on appelle ça une chance, mais d'avoir un maire comme Louis Ferrandez, ou d'avoir une sorte d'élite politique sensibilisée aux enjeux urbains. C'est juste que, donc ça, c'est une chose qui me semblait un peu
peut-être important de soulever, parce que j'ai l'impression que la mobilité qui ne marche pas, c'est là qu'on la trouve le plus, des personnes âgées qui ont pas une STM qui peut aller les chercher chez eux. Donc, toutes sortes de choses comme ça où il y a un univers aussi, justement, de résilience là, à inventer, de shortcuts à travers les boisés, puis Oui, puis ça, c'est ça. Puis évidemment, ça s'adresse moins aux personnes âgées, mais peut-être, effectivement... mais oui, mais pour certaines personnes, oui. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose, c'est que je me pose la question, est-ce que les gens qui ont des problèmes de mobilité ne sont pas précisément ceux-là même qui ont plus de difficulté à se raconter, ou dont les histoires sont les moins probables de se retrouver sur un écran Twitter? C'est ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que si on pense à, par exemple, une famille d'immigrants dont une personne, disons, un accident, qui connaissent mal le système de santé, j'essaie d'imaginer une histoire, justement, de quelqu'un qui aurait des gros problèmes de mobilité, qui habite peut-être à Montréal-Nord, un endroit très difficile d'accès. J'ai l'impression que ces gens-là sont justement ceux qu'il faudrait aller essayer de toucher avec le laboratoire, mais qui vont être très difficiles à trouver, parce que, justement, ils ne sont pas perceptibles sur le web. Donc, c'est ça, je me pose la question, comment on fait pour les faire ressortir, pour faire ressortir leurs histoires? Vas-y. Je voulais enchaîner là-dessus. Non, vous avez aidé à préparer le dîner. En fait, je pense qu'il faut faire le lien entre la mobilité physique et la mobilité de l'imaginaire. Donc, ce sont deux choses qui sont parfois liées, parfois tout à fait distinctes. Moi, je pense aux zones de Montréal qui ont, disons, traditionnellement un rapport difficile à une mobilité de l'imagination, c'est-à-dire des zones qui sont aussi enclavées physiquement. Je pense traditionnellement au sud-ouest montréalais, qui était le quartier industriel, en bas de la côte, coupé par une série de chemins de fer. C'est l'univers de Saint-Henri, de Gabriel Roy, mais aussi de toute une histoire de la culture noire, très très vibrante durant le jazz, etc., au début du XXe siècle, mais coupé physiquement, très difficile à trouver. Comment y aller? C'était pas évident. Comment trouver? Et vous avez des récits comme David Fenario qui dit ça tellement bien. La distance imaginaire avec le reste de Montréal. Venir de Pointe-Saint-Charles, c'était venir d'un autre univers, et monter dans la ville, faire partie de la ville, c'était très très difficile. Un autre quartier qui est comme ça, c'est Parc Extension. Et c'est un quartier que j'ai connu il y a quelques années, mais je me sens loin aussi maintenant. Je voudrais réinvestir moi-même dans Parc Extension, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de voix qui me viennent de Parc Extension. C'est un endroit coupé aussi, un enclave physique, mais aussi c'est coupé sur le plan de l'imaginaire parce que c'est un univers diasporique extrêmement intense où vous avez à la fois des populations noires africaines et des populations du sud-est asiatique, et avec une ancienne population grecque et autres, c'est extrêmement bigarré. Mais ce n'est pas une population qui, jusqu'ici, a une voix qui participe à l'imaginaire Montréal, donc de Montréal. Et je voulais juste dire que ce sont des enclaves, toutes les villes sont enclavées, mais à des degrés différents. Alors vous avez des exemples de villes qui sont en quelque sorte des villes perverses, puisque des villes qui sont le contraire de ce que devrait être une ville, des villes comme Nicosie, qui a une frontière. Oh. Et c'est la musique. C'est la musique. On le sous-écoute. Ouais. Disons que le comble ou l'extension maximale de ce qu'on entend par enclave, ce sont des villes divisées. Et il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, beaucoup, mais il y a Nicosie qui est divisée sur le plan politique, mais vous avez Jérusalem qui est divisée sur le plan. Donc, je dirais que toutes les villes sont divisées, mais à des degrés différents. Mais dans chaque ville, il faut trouver ces divisions et essayer de les comprendre. Et je ne veux pas dire sur un mode heureux qu'on va arriver à restaurer la mobilité, mais il faut tenir compte de ces enclaves et de ces enclaves imaginaires aussi. J'ai envie de vous demander,
je comprends que vous avez un intérêt à la fois pour l'enclave culturelle, puis l'enclave des individus, l'enclave des personnes. Est-ce que vous voyez, par exemple, dans le cas de Parc Extension ou dans le Saint-Henri des années 40, est-ce qu'au fond, c'est un peu... c'est à cause d'une même cause qui fait qu'effectivement, les gens qui sont pauvres, qui sont peu présents dans le discours, se retrouvent aussi dans des endroits qui sont des cul-de-sac géographiques dans une ville? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait correspondre un peu ensemble cette espèce d'absence de mobilité des personnes puis l'absence de mobilité de leur discours? Est-ce que c'est dans le fond un peu inévitable, deux conséquences de la pauvreté, d'être à la fois enclavé et peu entendu, ou il y a une espèce de relation logique entre l'enclavement des personnes et leur discours? Après ça, je vais aller à... C'est une question intéressante, mais justement, Sherry Olson disait hier, on parlait de Griffintown, et du fait que ces populations, bien qu'enclavées en quelque sorte, avaient une mobilité incroyable à l'intérieur du quartier. Ça déménageait à chaque semaine ou à chaque année, mais ils se retrouvaient dans le même quartier. Donc, une espèce de paradoxe entre le mouvement et l'enclavement dans ces cas-là. Mais pour ce qui est de la plus grande question, mais je laisserai peut-être réfléchir à d'autres parce que je pense que c'est une bonne question. Je vous apporte un micro en même temps. Oui. Puis je vous prendrai la parole. Bien, écoutez, là, je voulais faire une parenthèse un peu plus tôt dans la discussion parce que on revient toujours à la collectivité, et je voudrais ramener un petit peu plus à l'individu temporairement. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question du quartier. On pourrait faire tout un colloque d'ailleurs sur l'idée de quartier, d'appartenance, non-appartenance, semi-appartenance. C'est très complexe. Il y a aussi le fait qu'on arrive dans des quartiers qu'on reconnaît à travers des caractéristiques particulières. Et à cet égard-là, par l'extension où j'étais en début de semaine, en marchant dans une ruelle et dans la rue, en vis-à-vis pour faire le lien entre l'avant, l'arrière des maisons, etc., est un quartier tout à fait passionnant pour poser la question du quartier. Mais je voudrais ramener ça un petit peu à l'individu de la façon suivante. J'ai l'impression que quand on se déplace dans une ville, on se déplace de réseau en réseau. C'est-à-dire que la ville est constituée de réseaux internes. Quand je suis à la maison chez moi, je suis dans le réseau des habitations, je me comporte chez moi comme quelqu'un se comporte dans sa maison. Je sors, je marche sur le trottoir. Il y a un modus vivendi qui fait que les gens marchent sur le trottoir d'une façon harmonieuse, sans que ce soit la guerre au coin de la rue. Donc, il y a un comportement qui correspond au réseau des trottoirs. J'entre dans un parc, là aussi, c'est un réseau de parcs en lien. Le parc où je suis est en lien avec d'autres parcs, même s'ils ne sont pas connectés géographiquement de façon directe. Il y a cette idée que les parcs sont liés entre eux par des caractéristiques qui ramènent un peu de nature en ville, etc., et qui induisent des comportements aussi. Donc, on est toujours dans des lieux qui sont en quelque sorte codifiés et qui permettent un certain nombre de comportements. Marcher dans la rue à plusieurs, de manière à empêcher les autos de passer, manifester, on est dans la transgression. Alors, il y a des modes de transgression qui sont très forts. Et ça peut même aller assez loin parce qu'on dit non, je ne veux pas de votre permission, je ne vous dirai pas où est-ce que je vais aller manifester, je veux rester dans la transgression parce que la transgression est un langage. À cet égard-là, moi j'ai fait comme vous, chérie, tout jeune, j'aimais ça aller me perdre dans la ville avec un ami qui s'appelait André Brassard, qui s'appelle encore comme ça aujourd'hui, et qui, on faisait ça en tramway, ça devait être un petit peu avant. Et c'est vrai qu'on se retrouvait toujours au terminus Craig. Je ne sais pas si vous vous rappelez de... Oui. Lost and found. J'étais souvent là parce que je perdais toujours le temps. Ou bien, on faisait cette chose qui était transgressive. Et là, je veux attirer l'attention sur de ces petites transgressions qu'on se permet qui font mal à personne. On suivait quelqu'un. On était... comment on les appelait, les amis de Guy Debord, là, on était situationnistes avant la lettre. Et alors, ce qu'on faisait, on suivait, mettons, un travailleur le matin. Alors, on se retrouvait devant la Vickers, on se retrouvait devant des lieux de travail comme ça.
et on aimait effectivement beaucoup se perdre. J'ai un ami géographe et poète, Jean Morissette, pour ne pas le nommer, qui dit souvent « un géographe qui ne se perd jamais est un géographe perdu ». Moi, je pense qu'un citoyen qui ne se perd jamais dans son espace est un citoyen perdu. On dirait qu'on est toujours rattaché à nos trajectoires, à nos parcours. Moi, l'idée de trajectoire, je n'étais pas là pour la discussion d'hier, c'est sûr que ça renvoie à des éléments positifs, mais ça renvoie aussi à une répétition, à une habitude, ça renvoie à une sécurité. Bon. Et il y a une transgression très sympathique à déjouer ces parcours habituels. Alors, ce ne sont pas des transgressions qui... Enfin, ça fait de mal à personne, mais ça permet peut-être de se resituer dans l'espace et d'avoir un nouveau regard sur l'espace immédiat que le citoyen occupe. Je l'ai juste... Et ça permet en même temps aussi de rompre des enclaves qui s'installent sans qu'on s'en rende compte. Des fois, j'ai l'impression que les gens qui... Mon environnement social habite autour de la ligne orange, puis sort de moins en moins, vit de plus en plus dans un rayon de 2 km². Ça commence à devenir effectivement inquiétant. Ils ont besoin de se faire. Vous voulez dire quelque chose avant? Puis, très brièvement. Très brièvement dans le micro. C'est peut-être aussi le fait de parler. On dirait que il y a peu d'effets, mais voilà. Tant qu'il l'enregistre au bout du compte, ça fait partie aussi des limitations de Montréal, puisque si nous parlons de trajectoire et d'espace que l'on s'approprie, c'est que cette dimension d'inconnu n'est sans doute pas un aspect significatif de Montréal. Montréal n'est pas Tokyo. On se perd à Tokyo, à Montréal on ne se perd pas. Je veux dire, on peut, mais il faut faire des efforts. Moi, je me perds souvent. Je me perds souvent en voiture, surtout avec des GPS, parce que j'interprète au sens premier. On me dit de tourner à droite, et je tourne tout de suite. Alors, c'est dans 100 mètres, donc je me perds tout le temps. Bon, mais disons que ça fait partie des désarrois dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut vraiment faire un effort pour se perdre. Alors que si vous êtes à Tokyo, il y a des gens qui sont tokyoïtes, qui n'ont jamais été dans le quartier d'à côté de leur vie, qui n'y ont jamais parce que la ville est telle qu'il n'y a aucune raison d'y aller. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant, c'est que Montréal est une ville où on peut se perdre dans l'imaginaire. C'est ça. Mais où la densité... Dans l'imaginaire, oui. Tout à fait. Dans l'imaginaire, oui. Mais probablement une ville dont la profondeur, la sédimentation imaginaire est absolument fascinante, mais dont la composition géomorphique, elle, est plus mince. Plus facile à lire. Oui. Oui. Donc, je me présente d'abord parce que... Si vous voulez, oui. Oui, je crois que c'est parce que je n'ai pas été présent jusqu'à présent. Donc, je m'appelle Robert Schwarzwald. Je vais participer plus tard cet après-midi. Mais j'ai une série de pensées fragmentaires, mais surtout, une chose qui m'est arrivée à l'esprit, c'est que les enclaves, on parle de Park Extension, on parle d'autres lieux, mais pour plusieurs, le plateau, c'est une enclave. Oui, c'est-à-dire que si on regarde, et si on voulait être un peu, je ne sais pas, cynique, parce qu'on parle de ces biens dans le paradis de notre mer et de notre plateau, qu'on peut y aller à pied, qu'on peut y aller à vélo, mais je dirais qu'une certaine couche sociale s'est donné les moyens qui lui conviennent en ce moment. En d'autres termes, on a abandonné la voiture, on a abandonné l'auto pour se plaire dans les plaisirs d'être piéton, d'être cycliste. Mais ça reste quand même un monde assez fermé et qui est en train de se transformer profondément, précisément par une absence de plus en plus marquée d'hétérogénéité. Et donc, c'est un manque d'hétérogénéité sociale et en même temps une présence de plus en plus de non-sens ou de nouveaux sens commercial. Nous sommes, je suis dans le village Laurier, et mes amis sont dans le Mile End, et on voit par exemple des commerces qui étaient dédiés pendant des années, consacrés à certaines fonctions, qui maintenant sont un peu de tout, mais qui n'ont aucun sens, sauf pour quelqu'un qui vient de l'extérieur du quartier pour passer un après-midi de tourisme. Donc, il y a une tension, parce qu'il y a une mobilité qui est en même temps une espèce de crispation.
je me souviens, il y a quelques années, on parlait ici à l'Université de Montréal de notre nouveau campus qui se construit actuellement dans l'ancienne gare de triage à Outremont. Et on disait que l'université se tournait le dos à Park Extension parce que dans les projets de ce campus, il n'y avait l'accès que par Outremont. Et donc, et sur le plan des sentiments, c'était absolument vrai. L'université qui est le nouvel arrivant, qui arrive dans ce quartier, oui, mais par les rapports de force, par le pouvoir, on peut dire de l'université qu'il se tourne le dos, comme si c'est l'université qui reçoit ou qui refuse. Pendant que c'est l'université qui s'implante, qui s'établit et qui, donc, s'ouvrir vers Park Extension, ça serait redéfinir un peu la mission de l'université. Ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Mais on ne va pas corriger la situation en construisant un pont vers le métro, vers la station de métro Acadie, par exemple, au lieu d'aller vers la station de métro Outremont. C'est tout un programme. Un autre élément qui m'a frappé, et j'ai vu ça, c'est que, bon, pour moi, une ville, et surtout une ville comme Montréal, c'est précisément un lieu où les gens peuvent avoir de milliers de comportements différents dans un endroit que l'on tient pour commun, comme un parc, sans qu'on s'entretue. Oui? Au moins, pas tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut bien avoir l'impression au Parc Mont-Royal que tout le monde se comporte comme si on est dans un parc. Mais si on commence à regarder, les gens se comportent de 1000 façons différentes, selon leur code culturel, selon leur passé, selon leur trajectoire, précisément, et que le parc a 1000 significations différentes pour ces personnes. Et par une métaphore de molécules, je ne sais pas trop, on réussit admirablement à naviguer tout cela. Je pense à certaines villes qui me semblent très ordonnées, et d'autres comme Montréal, où la métaphore qui m'arrive toujours à l'esprit, c'est le hockey. Et je ne suis pas grand sportif. Mais là, je dis ça parce que dans le hockey, il faut aller là où on peut passer. Et c'est un peu comme ça à Montréal qu'il y a quand même et toujours de la place pour les personnes à naviguer. Beaucoup plus que dans plusieurs autres villes. Je trouve que c'est un peu ça qui fait le bonheur de Montréal. Mais c'est une situation qui est constamment en évolution. Je dirais juste une dernière chose. C'est juste pour les trajectoires, pour la mobilité, pour les personnes en difficulté, pour les personnes qui sont un peu plus isolées, sans ressources. Je vois bien que les itinéraires, depuis un an, je passe beaucoup de temps avec quelqu'un qui est immigré, qui vient d'un autre pays, qui a ces géographies de Montréal. C'est la géographie des Costco et des Walmart et des lieux où on peut acheter les choses bon marché, qui n'a pas le temps ou n'a pas eu le temps d'apprécier les éléments de la ville dont nous parlons beaucoup, qui apprend, qui est très heureux d'apprendre et où vont souvent les personnes, ils vont dans les lieux souvent que nous avons rejetés. Il y avait un colloque que nous avons organisé il y a quelques années où on parlait de Vieux-Montréal. Et la réaction des Montréalais de souche, si je peux dire comme ça, c'était le Vieux-Montréal, c'est un lieu touristique, on n'y va pas, il n'y a rien qui se passe. Ce n'était pas mon expérience. Quand je vais dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Port, surtout une belle journée d'été, je vois des gens qui sont précisément les nouveaux Montréalais et qui prennent possession, si je peux dire, ils ne prennent pas possession de la ville par les récits de notre histoire, mais par ces espaces. Et d'une certaine manière, ils performent une entrée en ville comme nous racontons l'histoire de cette ville à partir du port. Et c'est le contrepoids un peu de leur nécessité économique quotidienne. Donc voilà pour mes réflexions. Non, il y avait plusieurs éléments, mais
quelque chose qui m'a frappé puis je trouve qui vient compléter ce dont on a discuté avant, mais c'est qu'il y a un élément de définition de l'identité intéressant. Puis ça a commencé avec le plateau Mont-Royal, où quand vous disiez qu'il y avait une catégorie de gens qui s'étaient donné les moyens d'avoir une certaine forme de mobilité, en fait. Où la vie de piéton devenait une marque de distinction sociale, un peu. Puis ça contaminait avec le tourisme, puis c'était pas clair à quel point, à un moment donné, ça devient aussi, on se transforme, on devient des touristes de notre propre vie. Puis après ça, effectivement, chez les nouveaux arrivants, comment il est clair, c'est les trajectoires qu'on a abandonnées, puis les trajectoires que d'autres récupèrent aussi, les lieux qu'on a abandonnés. Je ne sais pas si on approche de l'heure du dîner, on va conclure dans à peu près 5 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un aurait quelque chose à dire soit sur cette idée-là de l'identité qui se construit dans les trajectoires ou toute autre considération agréable pour conclure cette discussion. Agréable, non. Non, agréable, non. Oppositionnel, oui. Oppositionnel, parfait. Je passe un micro d'opposition ici. Les deux en même temps. Je m'excuse, mais c'est pas agréable. Non, j'aimerais remarquer, je me sens obligée de dire quelque chose parce que je travaille sur la pauvreté en littérature, les récits de pauvreté. Et j'ai été fascinée parce que la distinction qui devrait être claire, mais qui n'était peut-être pas claire entre la mobilité imaginaire et la mobilité physique, me fait penser à le fait qui est important dans les récits de pauvreté, de la géographie intériorisée. Comment le physique, les barrières, les zones non communicantes deviennent intériorisées, spécialement par les sujets qui se sentent surveillés. Surveillés non seulement par les policiers, par les marchands, mais peut-être aussi les femmes par les hommes. Il y a certains parcs, par exemple, où les femmes ne vont pas marcher très tard la nuit. Parce qu'elles se sentent surveillées ou menacées. Alors, ça me semblait intéressant de prendre l'occasion de demander à Simon de peut-être clarifier l'idéologie en justement ce qu'on a mentionné tout à l'heure quand on parlait des pauvres et le manque de mobilité et qu'est-ce que vous voulez faire. La recherche va être mobile, mais peut-être ce qui est en question, c'est que ces sujets défavorisés, soit par la pauvreté, on a mentionné la vieillesse, on n'a pas mentionné les handicapés, on n'a pas mentionné beaucoup de groupes qui sont limités dans leur mouvement, leur mobilité, pour d'autres raisons, mais c'est défranchisés, des sujets défranchisés. Et puis, je pense que nous supposons que ces gens n'ont pas le récit. En réalité, il y a plein de récits. C'est que nous ne traitons pas de leur récit parce que nous ne savons pas comment respecter ces récits ou d'interroger, faire une interrogation de nos récits à travers de leurs récits. Alors, la mobilité, des fois, c'est notre géographie internalisée qui nous place et situe les sujets défavorisés à distance, qui perpétue les distances, qui perpétue la non-mobilité. Alors, idéologiquement, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre recherche mobile? Après ça, on va aller manger. Ah ouais? Il y a la qui... Oui, absolument. Très brièvement. La première chose que je serai en mesure de faire, c'est de me déplacer comme chercheur. Et ça rejoint ce que disait mon collègue et ami André, c'est-à-dire que c'est toute la question des habitudes intériorisées qui implique d'être dans un parc, d'être dans une université, que d'être dans la rue, suppose bien sûr l'intériorisation de codes qui définissent de façon extrêmement puissante notre rapport au corps, rapport au mouvement, rapport au geste, le rapport au sensoriel. Alors, c'est simplement l'idée que le chercheur se déplace. C'est-à-dire qu'il ne soit pas, pour prendre un exemple très concret,
qu'il ne soit pas uniquement à l'université, mais qu'il puisse se déplacer lui-même et s'installer pour un certain temps dans une communauté. C'est ça l'idée, que ce soit par extension ou ailleurs. Et donc, il ne s'agit pas, en tout cas pas dans ma perspective, de privilégier certaines formes de récits qui seraient plus valables que d'autres ou qui auraient une qualité ou une valeur esthétique qui serait plus pertinente. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est d'avoir une méthodologie mobile qui est à définir dans le domaine de l'étude des récits, mais qui permettrait justement aux chercheurs d'être dans la communauté plutôt que de demander à la communauté de se déplacer, c'est-à-dire de se parcellariser, puis de faire en sorte qu'elle soit représentée par quelqu'un qui va avoir le statut d'interviewé ou de sujet d'étude. Mais ça, c'est pas simple, parce que ça suppose, si tu te déplaces, de déplacer aussi tes étudiants, de déplacer ton cours, donc d'être mobile. Brièvement, très brièvement, sur la question des modifications que l'on constate à Montréal, dans certains quartiers, à propos du fait qu'il y a moins d'entraves. Pour moi, ça semble, et c'est important, mais pour moi, ça relève de réalités que je connais moins bien, mais qui sont celles de l'urbanisme ou de l'architecture. Et je sais qu'elles sont puissantes et extrêmement importantes. Mais mes souvenirs sur des questions concrètes de mobilité telles qu'elles sont animées par des réalités d'architecture et d'urbanisme, c'est les années que j'ai passées à l'UQAM comme professeur, quand j'entrais par cette petite porte qui sentait le pipi très souvent, là, c'est-à-dire à proximité de la rue Berry puis du boulevard de Maisonneuve, où il y avait tous les jours quelqu'un qui était à peu près en overdose, c'est-à-dire un jeune homme et une jeune femme, qui se piquait alors que son voisin regardait par l'édicule du métro, par la fenêtre, pour voir s'il n'y avait pas de flics qui se pointaient. Mais là, on était à l'intersection du square Émile Gamelin, 375e, 350e anniversaire de Montréal, Grande Bibliothèque du Québec, et puis UQAM. Mais là, on était dans une sphère de non-mobilité, c'est-à-dire de détresse absolue. Donc, le fait de lever les entraves au déplacement ne veut pas dire que la circulation se fait. Merci. Je savais qu'il avait une réponse. Je ne voulais pas lui mettre, parce que je fais la recherche avec Simon et je voulais lui donner la chance de prouver qu'il ne faisait pas de class tourism, mais qu'il avait une boue radicale. Elle s'occupe de moi. Oui, c'est ça. Merci, Roxane. Alana, si tu veux. Comment? Ben là, j'ai pas des mots pour conclure la discussion. On ne conclut pas, il nous reste encore tout un après-midi, mais si tu avais deux mots que tu voulais ajouter. Ben, en fait, je voulais parler peut-être d'une troisième couche de limites ou de contraintes qu'on peut expérimenter. Puis c'est entre les barrières physiques et imaginaires, il y a toute une sorte de code de conduite qui limite ce qu'on fait, surtout en ville. Vous avez parlé du code. Soit c'est le code imposé par la loi, soit c'est un code de décence peut-être qu'on adopte. Mais moi, je travaille beaucoup avec les jeunes et les adolescents et je trouve que c'est un peu triste ou peut-être même perturbant que, surtout en ville, je pense que les jeunes se posent la question « qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» avant même de commencer à explorer « qu'est-ce que je suis capable de faire ?» Exemple très, très banal, le fait de traverser le chemin de fer au niveau de Rosemont, c'est physiquement très facile. Il y a un grand, énorme trou dans la clôture, mais moi, comme beaucoup d'autres, on s'est fait donner des contraventions pour avoir fait ça. Donc, on peut le faire, on est physiquement capable de le faire, c'est très facile. Pour moi, c'est sécuritaire aussi, c'est sûrement plus sécuritaire que de traverser plusieurs grandes routes de Montréal. Mais on ne peut pas le faire à cause d'un système qui est de contraintes que nous nous sommes imposées. Puis ça donne beaucoup d'opportunités aussi pour ouvrir ou pour éliminer des barrières. Ce n'est pas nécessaire d'enlever le chemin de fer, mais peut-être juste de changer les règlements qui s'appliquent. Et finalement, je voulais juste partager une petite histoire, c'est une petite anecdote. Le fait que des fois, je pense qu'on peut même prendre pour acquis que nos actions vont être limitées quand finalement ils ne le seront pas. Et ça nous rend comme plus timide et moins intéressant qu'on pourrait l'être. L'exemple que j'ai fait cet été,
c'est que j'ai acheté un petit dinghy, un petit bateau gonflable au Canadian Tire. Ça coûte 100$ à peu près. Puis je me suis dit, je vais le mettre dans le canal de la Chine, puis je vais faire un trajectoire, je vais faire un trajet du Vieux-Port jusqu'à Saint-Henri. Puis je me suis dit, on ne va jamais me permettre de faire ça. Il doit avoir des règlements par rapport à mettre un dinghy dans le canal. Et dans les premières 5 minutes, je me suis fait approcher par un employé de Parc Canada qui me disait, est-ce que vous avez un permis pour votre bateau? Je disais, non, évidemment, je n'ai pas de permis pour mon petit bateau gonflable. Puis on m'a dit, ben, il faudrait vraiment que vous achetiez un permis de la saison, ça coûte 5$, madame. OK. Fait que là, j'ai un permis pour me promener en bateau dinghy dans le canal, en toute légalité pendant l'année 2012, et je le recommande à d'autres personnes aussi. Alors voilà, anecdote sur les trajets pour Montréal. Ben, merci. Il n'y a pas d'éclipse, là, quelque part? Oui, mais c'est très léger comme bateau. Faut mettre le bateau sur sa tête à un moment donné, c'est ça. Faut mettre le bateau sur ta tête. Bon, ben c'était un excellent début de journée. On est effectivement passé de l'enclave physique imaginant, mais l'enclave aussi réglementaire, puis l'enclave réglementaire qui finit